Alta et vous, votre rendez-vous quotidien, actu, culture, loisirs, talent du territoire. Lisa de Radio et Michel Alal-Volterra reçoivent chaque semaine un invité du lundi au vendredi à 10h15 sur Alta Frequenza. Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous Alta et vous, et je suis en compagnie de Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, et notre invité d'abord, Michel, on va le présenter. Notre invité s'appelle Yves Latuzewski. Et Bonjour. Yves Latuzewski, Bonjour. voilà, écoutez, vous allez voir. Eh bien, Yves est pilote d'hélicoptère, et c'est le pilote du Dragon 2A qui a sauvé des tas et des tas de vies. Combien de vies avez-vous sauvé, monsieur Latuzewski ? Oh, combien de vies j'ai sauvées? On doit être... Écoutez, je vais vous faire un calcul rapide. On est à 1200 secourus par an. On est 3 pilotes. Donc ça fait en gros 400 secourus par pilote par an. Et ça va faire 17 ans que je suis à la sécurité civile. Donc je vous laisse faire le calcul. Je ne l'ai pas en tête. Ah ouais. 400, 4000, à peu près 5000. 5000 personnes. À peu près. Et j'imagine que malheureusement dans l'année, il y a des périodes qui sont pour vous, plus terribles, plus difficiles. Est-ce que l'été, justement, il y a beaucoup plus de besoins? Est-ce que vous êtes beaucoup plus sur le terrain? Est-ce que l'hiver, c'est un petit peu plus calme? La Corse, c'est un régime de vitesse, comme vous le connaissez, autant pour le tourisme que pour nous. Je veux dire, c'est au prorata de la population qu'il y a sur l'île, donc elle augmente l'été, donc fatalement on a plus de travail l'été, effectivement. Est-ce que vous avez remarqué aussi au cours des dernières années, comme ça on peut en parler, on en a parlé aussi avec d'autres invités, une augmentation peut-être des conduites à risque? Est-ce qu'aujourd'hui finalement les gens qui sont en haute montagne prennent moins de précautions, ou près des cours d'eau, etc. Est-ce qu'il y a une augmentation et puis une méconnaissance finalement aussi? Je pense qu'il y a une augmentation, les gens prennent plus de risques effectivement, mais les gens savent aussi qu'il y a un service public qui est derrière. Donc du coup, malgré des météos marginales, malgré des mers démontées, les gens profitent de leurs vacances. Et c'est souvent les derniers jours avant de rentrer, avant de prendre l'avion, les gens vont à la mer, quel que soit l'état de la mer, et on a des noyés. On en parlait justement avec votre pendant maritime de la SNSM, il nous disait effectivement qu'il y a plus de conduite à risque. Ouais. Et est-ce que finalement, il n'y a pas une sorte de mépris en quelque part du service, en se disant, bon, de toute façon, je prends des risques et allez, au pire des cas, on viendra me secourir? J'aurais pas la faiblesse de dire ça, je pense pas quand même. C'est un état d'esprit qui a changé. Je pense que l'état d'esprit a changé, les gens veulent profiter de leurs vacances, et au détriment du risque, au détriment, je veux dire, des secours, au détriment des contraintes météo, prennent des risques et vont profiter de leurs vacances. C'est pas plus compliqué que ça. Et paradoxalement, on enregistre cette année une baisse en termes de secours. On en a fait un petit peu moins cette année. Alors précisément, quelles sont les natures des missions? Parce que vous avez des missions très différentes en fait. Oui, la sécurité civile, on ne fait pas que du secours. On fait essentiellement du secours, mais on est à la disposition du préfet. Ici en Corse, il n'y a pas d'hélico blanc, il n'y a pas d'hélico SAMU, donc on est aussi à la disposition du SAMU, on est à la disposition des pompiers pour les missions en mer et en montagne, donc on est un peu pour les missions feu également, on ne fait pas que du secours, on fait tout ce qui est sécurité civile. Nos missions alors, on va les prendre dans l'ordre décroissant. Ici en Corse, on fait beaucoup de missions sanitaires pour le SAMU, c'est ce qu'on appelle de l'AMU, des missions AMU, l'assistance médicale d'urgence, qui consiste à aller chercher des patients dans les villages, des malades, ou des blessés, ou rapatrier des patients qui sont dans des structures médicales, comme Sartène, qui n'est pas un hôpital, qui est un centre médical où il y a un SMUR, et à partir de là, en fonction de la pathologie du patient, le médecin du SMUR appelle l'hélico pour le rapatrier sur Ajaccio. On a ceci sur Porto Vecchio, sur Bonifacio, enfin quelques hôpitaux périphériques où on doit rapatrier des gens des cas graves sur Ajaccio. Donc ça, c'est les missions SAMU. Les missions pompiers, on a 3 sortes de missions pompiers. Les missions feu, bien sûr, les reconnaissances et le guidage des canadaires. Également les missions qui consistent à amener des pionniers sur les feux, parce que le feu, ce n'est pas que éteindre le feu avec l'avion, il y a aussi un travail au sol, donc on amène les gens sur les endroits inaccessibles. Des missions montagne. Ici, Corse du Sud, c'est essentiellement du canyon, à l'instar de nos amis de la Haute-Corse et de la Haute-Montagne, nous, c'est beaucoup de canyon.
Et des missions mer, la bande des 300 mètres, on a beaucoup de noyés. On fait aussi des missions en haute mer sur des bateaux, mais c'est plus la mission des hélicoptères gros porteurs, on va dire, armés de l'air, style Super Puma ou Puma de Solenzar. On en fait bien évidemment, mais on est plus approprié, on est plus fait pour travailler sur des distances de maximum 100 nautiques, on va dire. Alors, on a évoqué hier un petit peu vos principales missions, qui sont quand même assez variées. Est-ce que c'est une spécificité corse d'avoir une amplitude de missions comme vous l'avez Est-ce que c'est une spécificité corse dans la mesure où effectivement on a plus de feu qu'ailleurs. Donc déjà, la mission feu, elle est pas prépondérante, mais elle est importante ici, plus que sur Paris, évidemment, ou sur Strasbourg. La mission mer, effectivement, à Strasbourg, ils ont pas de noyer, donc nous, on va en faire. On est ce qu'on appelle une base mixte, qui est mer et montagne. Donc on détient les qualifications de la mer, de la montagne, et on a des missions qui sont variées, et qui consistent à aller ou en mer ou en montagne, plus après toutes les missions pleines, qu'on rencontre sur le continent également, les missions, ce qu'on va dire, interhospitalières, ils les ont aussi. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, finalement, d'essayer de survoler un bateau pour aller chercher des baigneurs qui sont en train de se noyer? Pour un pilote, le plus difficile, à mon sens, ce que je rencontre, moi, comme difficulté, c'est la mission mer, effectivement. La mission mer sur petite embarcation, sur un gros bateau, on n'a pas de problème, les références, on en a quand on est en stationnaire sur un bateau. Sur des petits bateaux, où dès lors on est vertical le bateau, on n'a plus de repères sur ce bateau. Donc ça, c'est une mission difficile. La mission d'homme à la mer, le noyer, c'est difficile, parce qu'on arrive sur un noyer, tant qu'on est en visu de ce noyer, on a des repères. Quand on est vertical, on n'a plus de repères. Contrairement à la montagne, on a toujours des obstacles, toujours des repères, on tient un stationnaire précisément. En mer, c'est plus difficile. Une fois qu'on est vertical, la cible, entre guillemets, ou le petit bateau, ou le noyer, nos yeux, c'est le mécanicien treuilliste, c'est le treuilliste qui va nous guider, qui va nous donner des petites corrections, en avant 1 mètre, à droite 2 mètres, en arrière 1 mètre, c'est lui qui va nous guider. Et une fois quand on est en mer, sur une cible, quel qu'il soit noyer ou bateau, le souffle du rotor pousse le noyer. Donc on n'est jamais vertical tout le temps, il faut tout le temps amener des corrections parce que le noyer il n'est pas fixe, le souffle du rotor va le pousser. Il va falloir donc être aux ordres du treuilliste pour être vertical ce requérant. Comment se coordonne finalement votre travail avec les pompiers, avec justement d'autres entités avec lesquelles vous êtes obligé de travailler? Alors, nous on dépend directement du COS, le Centre d'opération zonal. Centre opérationnel zonal, pardon. C'est lui qui reçoit tous les appels qui nécessitent l'intervention du Dragon. Donc que ce soit le SAMU, que ce soit les pompiers, que ce soit le PGHM, que ce soit le préfet maritime. Toutes les missions sont centralisées par le COS, qui est situé à Valabre, à côté d'Aix-en-Provence, et c'est le COS qui nous déclenche, qui nous appelle et qui nous met en conférence avec la personne qui demande le moyen héliporté. Et sur le terrain, justement, comment arriver à travailler ensemble? Une fois qu'on a décollé, le COS nous donne une fréquence de travail. C'est Antares aujourd'hui, c'est le réseau Antares, le réseau numérique. À partir de ce canal qu'on nous donne, on rentre en contact avec la personne qui demande l'hélicoptère et puis on est en relation directe avec cette personne. Alors, quand vous êtes comme ça sur un point sensible, délicat, pour différentes raisons, est-ce que vous travaillez avec d'autres personnes dans votre hélico? Vous êtes 3, je crois. Alors, il y a un pilote, ouais. Il y a un mécanicien qui est aussi mécanicien treuilliste, donc qui passe en place arrière, qui passe en place arrière quand c'est nécessaire. Ensuite, selon la mission, on a un médecin, une infirmière, pour des missions entre guillemets sanitaires, mission SAMU. Sinon, lorsqu'on part sur des missions, ce qu'on appelle des missions SUAP, secours d'urgence d'assistance à personne, on part avec 2 secouristes ou 2 plongeurs ou 2 montagnards et des fois un médecin. Il y a autant de places que ça dans cet hélicoptère? On peut partir avec 3 intervenants maximum derrière. Ce qu'on demande, c'est que les personnes qui sont à bord on demande qu'elles soient attachées dans les phases de décollage et d'atterrissage. Comme on a 3 places derrière, ça limite à 3 personnes. J'avais une question aussi, est-ce que vous êtes dépêché dans les situations, dans la gestion de crise? Est-ce que là aussi vous avez un rôle important? Alors quelle gestion de crise?
Ça peut être par exemple, comme nous l'avons vécu récemment, des situations comme à Rouen, etc. Est-ce que là aussi vous êtes sur le terrain? On peut être appelé sur des grosses inondations, lorsqu'il y a eu la tempête il y a à peu près un an, là, je ne me rappelle plus, sur la Corse, on a été effectivement sollicité. Le canyon du Zoïcou, où on a eu 7 morts l'année dernière, on a été sollicité. Non, sur les gros événements, bien sûr qu'on est appelé. Et sur les risques chimiques, par exemple, ça aussi, est-ce que ça fait partie des missions? Ça fait partie de nos missions, tout à fait. Vous êtes formé justement à cette gestion-là? Absolument. Et ça va l'être de plus en plus, je pense. Quel est le cursus pour, devenir pilote d'hélicoptère et devenir pilote de la sécurité civile? Alors, je vais vous prendre mon cas personnel, puisque vous me posez la question. Donc aujourd'hui, pour entrer comme pilote, il faut un bac pro ou bac général. Ensuite, pour en faire son métier, 90% du cursus, c'est l'armée. On a toujours 10% de pilotes privés qui arrivent à faire leurs heures dans le milieu privé et ensuite qui ont de l'expérience et qui sont embauchés, mais pour en faire son métier, la voie, on va dire, royale, entre guillemets, celle que j'ai suivie, c'est l'armée. Donc je suis rentré à l'armée, j'ai fait 18 ans d'armée, et ensuite, avec un bagage assez conséquent, j'ai pu rentrer à la sécurité civile pour pouvoir respecter le prérequis, qui était quand même 2500 heures à l'époque et 200 heures de nuit. Et effectivement, ce nombre d'heures, tant de jours que de nuit, on ne peut l'avoir entre guillemets qu'à l'armée. Et aujourd'hui, à la sécurité civile, ils ont rajouté 2 particularités pour pouvoir rentrer, c'est être qualifié IFR et être qualifié JVN. Les JVN sont les jumelles de vision nocturne. Et ces 2 qualifs, essentiellement, il n'y a que l'armée qui peut nous préparer à ça. Alors moi, j'ai une question un petit peu plus légère, entre guillemets. Allez-y. Est-ce que justement, il y a aussi des contre-indications au niveau physique? On l'a toujours un petit peu cette idée préconçue qu'un pilote doit avoir bien sûr. Une vue de 10 sur 10, etc. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? La visite d'admission est très draconienne, très restrictive. La visite d'admission, c'est la première visite pour faire pilote. Alors là, effectivement, il ne faut pas de lunettes, il faut un état de santé remarquable, il y a des critères qu'on doit respecter. Et ensuite, au cours d'une vie, ça évolue. On perd de l'acuité visuelle, on perd au niveau des oreilles, on perd en pas mal de choses, mais on continue à travailler, à rester pilote avec des corrections. Il faut qu'avec les corrections, on puisse correspondre à un standard qui est fixé par les médecins. Et puis j'imagine aussi qu'au niveau psychologique, il y a des tests aussi qui sont faits parce que j'imagine qu'il faut avoir beaucoup de sang-froid dans des conditions un petit peu extrêmes. Ça nécessite... Pour rentrer à la sécurité civile, on est auditionné par des psys, effectivement. On a des tests psy avant de rentrer. Et est-ce qu'il y a un âge limite? Est-ce que votre retraite, elle est à 65 ans ou elle est beaucoup plus précoce? Alors, je dirais qu'on pourrait aller jusqu'à 67 ans dans le travail aérien, parce qu'on n'est pas transport public, on est travail aérien. Transport public, on entend des gens qui payent leur place à bord. Nous, c'est un service public, c'est un service gratuit, donc on fait du travail aérien. On peut aller jusqu'à 67 ans. Mais force est de constater que les gens ne vont pas jusqu'à 67 ans. On s'arrête à 62, 63 ans. Je crois que le plus âgé à la sécurité civile est resté jusqu'à 63 ans. Et donc, en fait, si vous avez une anecdote, par exemple, quel est le moment le plus dur pour une situation extrême, on va dire, par exemple la montagne? Je pense que la montagne, c'est assez compliqué par rapport à la situation de l'appareil, comment il réagit en fonction des vents, en fonction de la pluie, de la neige. C'est pas une histoire de difficulté, c'est une histoire de... Il faut être rigoureux, faut pas trop s'engager, il faut pas engager la vie des gens qu'on a à bord. Donc c'est un consensus qu'on fixe avant d'intervenir. Il y a des situations qui sont compliquées, mais on négocie par un consensus entre nous. Voilà. Je ne suis pas seul à décider si je fais la mission ou non. J'en parle à mon mécano, j'en parle au médecin qui est derrière, je dis bon, tu te sens, on y va. Après, on pèse le bénéfice par rapport au risque. Mais le plus dur pour moi, on en avait parlé il y a quelques années lorsqu'on s'était rencontrés, c'est la détresse vis-à-vis des enfants. Alors, ça, c'est le plus dur. C'est vraiment très difficile à vivre. Lorsqu'on fait des secours sur des enfants et que le secours a tendance à échouer, là, c'est très difficile. J'en reviens
à la crue qu'il y a eu dans le canyon du Zorikou l'année dernière, où il y a eu une petite fille de 7 ans qui est partie. Bon, ça, c'est dramatique, quoi. Mais quand vous êtes, par exemple, sur ce genre de situation difficile, est-ce que vous arrivez et vous repartez parce que vous vous rendez compte que finalement, vous ne pouvez pas soit vous poser... Mais là, en l'occurrence, on est arrivé, ils étaient tous morts. La crue, ils avaient tous tués. Ouais. C'était une machine à laver dans le canyon, hein. Ils étaient tous morts. Donc on a vu des corps, on ne pouvait pas les laisser, on ne savait pas s'ils étaient morts ou pas morts quand on est arrivé. Donc on les a treuillés, on les a sortis. Et au final, on est en contact direct avec ces choses-là. Parce qu'on se pose, on descend les corps. Bon voilà, il y a les familles pas loin, c'est compliqué à gérer, hein. Très, très difficile. Mais est-ce qu'il y a des phénomènes météo qui vous empêchent, alors que vous pouvez, effectivement, vous voyez la personne qui est en bas et en fait, vous ne pouvez pas. À cause du vent, on peut avoir des contraintes météo qui nous empêchent d'intervenir, effectivement. Alors, nous parlions justement hier de gestion de l'humain. Est-ce que là aussi vous êtes formé justement dans ces situations dramatiques? Absolument pas. On n'a aucune formation. Et est-ce qu'on est toujours démunis finalement? Malheureusement, même malgré l'expérience de situations critiques. Moi, je reconnais être assez entre guillemets, assez costaud face à ce problème. Maintenant, quand il y a des enfants, comme tout un chacun, on le prend sur soi, on intériorise, c'est difficile. Avec les enfants, c'est difficile. On n'a aucune formation. Par contre, on peut avoir un suivi psychologique derrière sur notre demande. On peut avoir un suivi psychologique par un médecin du SDIS, des pompiers, qui est prêt à nous aider là-dessus. Voilà. Vous travaillez quand même, quand on fait le bilan, peut-être beaucoup plus avec les pompiers, finalement. Non, je dirais autant avec le SAMU qu'avec les pompiers. Les pompiers, ça n'est pas que le feu, ça peut être pour toutes des les accidents de voiture. Les missions SUAP, comme je vous dis, ou SAP, secours à personne, c'est avec les pompiers, effectivement. Ouais. Mais les missions AMU, les missions d'aide médicale d'urgence, c'est avec le SAMU. Ouais. C'est avec le SAMU. Ouais. Et alors, quand on est comme ça en haut, à quoi on pense? Est-ce qu'on pense à la mission ou est-ce qu'on pense à... Enfin, je ne sais pas, à différents paramètres. Déjà, on pense à la grande chance de faire ce métier, qui est un beau métier, il faut quand même le reconnaître. Ensuite, en fonction de la mission, si on va sur une mission compliquée, on va déjà se préparer sur la mission, on va briefer avec le mécano, on a des checks à faire. Ça dépend de la mission. Il y a des missions qui sont entre guillemets des missions simples. Là, effectivement, on ne fait que profiter et contempler le paysage. La Corse, c'est super beau vu d'au-dessus. Et si c'est des missions un peu compliquées, on va quand même se concentrer et mettre au point le canevas d'intervention une fois qu'on arrive sur zone. Et votre quotidien, finalement, quel est-il? Parce qu'on a parlé beaucoup des moments de pression, de ces moments un peu dramatiques, de ces événements météorologiques ou autres. Quel est le quotidien, finalement, auquel vous êtes confronté? Le quotidien, c'est d'être présent sur la base, prêt à intervenir. La base, elle ouvre tous les matins à 9h du matin et elle ferme au coucher du soleil, plus 30 minutes. Toute l'année, tous les jours de l'année, on travaille jour et nuit. La journée, on est d'alerte, on est d'alerte à... Notre règlement nous dit une demi-heure, mais on décolle dans les 5-10 minutes. Et la nuit, on est d'alerte à 1 heure. Mais on travaille jour et nuit. Et j'imagine que vous avez des astreintes, etc. Vous pouvez être appelé... Complètement. Alors, vous dites que vous êtes 3 pilotes là à la sécurité civile d'Ajaccio, mais il n'y a qu'une seule machine. Hein. Il n'y a qu'une seule machine, oui. Et ça ne pose pas un problème, ça? Il n'y a pas un problème de disponibilité de la machine, parce que, en fait, dans tous les systèmes, que ce soit les avions, tout ça, il y a ce qu'on appelle le spare, c'est-à-dire... Là, vous abordez un sujet très, très important, qui est la disponibilité des hélicoptères. Aujourd'hui, la sécurité civile avait un volant d'hélicoptère qui correspondait au nombre de bases. Au cours de ces 15 dernières années, on a eu 3 crashs à la sécurité civile, 3 hélicoptères qui ont disparu, qui sont crashés, qui n'ont pas été renouvelés. Parallèlement à ça, on a eu l'ouverture de bases. Donc fatalement, il manque des hélicos. Donc aujourd'hui, quand un hélico est indisponible, on n'a pas de spare, on n'a pas le moyen de le remplacer. Donc la base, lorsque l'hélico est en panne, ou lorsque l'hélico est indispo parce qu'il est prêté à une autre base qui est prioritaire en termes de secours, la base ferme, tout simplement. Le service public n'est plus assuré. Mais c'est dramatique ce que vous dites. C'est dramatique, mais les finances sont telles qu'on n'a pas les moyens de racheter d'autres hélicos. Enfin, ça c'est un choix du gouvernement.
Ouais. Le gouvernement, aujourd'hui, n'a pas racheté les hélicos nécessaires pour assurer, entre guillemets, des hélicos spares en cas d'indisponibilité. Et en plus, vous parliez en off d'une évolution des missions. Est-ce que du coup, ça va en exponentiel? Vous aurez de plus en plus justement de missions. Comment arriver à pouvoir justement, malgré le manque de peut-être de moyens? Elles ne vont pas augmenter, elles vont être redistribuées, les missions. On n'en aura pas plus, on en aura d'autres. D'autres. C'est-à-dire que la mission, on va dire AMU, l'aide médicale d'urgence, normalement, en l'occurrence sur le continent, c'est des missions qui sont faites par les hélicos du SAMU, les hélicos, ce qu'on appelle les blancs. Ici en Corse, on n'a pas d'hélicos blancs. Donc, c'est nous qui les faisons, ces missions-là. Mais c'est vrai que notre direction souhaiterait se détacher un petit peu de cette mission, au détriment des hélicos blancs, mais pour l'instant encore, ce n'est pas le cas. Et dans un concept global, on aurait d'autres missions, plus de missions de sécurité civile. Mission inondation, mission les plans hors sec. On va s'orienter tout doucement vers l'étranger. On va faire des missions un peu aussi vers l'étranger. Et on va faire peut-être... C'est quoi les missions vers l'étranger? Alors c'est tout nouveau. Ça nous a été annoncé là, il y a une dizaine de jours. On ne sait pas encore. Mais ça serait peut-être des missions avec des accords européens. C'est-à-dire porter secours peut-être dans des régions méditerranéennes limitrophes, Limitrophes peut-être, oui. Ou peut-être des missions feu, c'est-à-dire que l'hélicoptère partirait aussi avec les Canadair sur des missions feu. On ne sait pas encore quel est le contenu de ces missions à l'étranger. Oui, mais ça veut dire qu'en fait, c'est bien de secourir les étrangers, c'est très très bien, mais quand on n'a même pas les moyens pour secourir les gens de chez nous, ça devient compliqué de faire. Je vous dirige vers ma direction, posez-leur la question. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, vous avez peut-être un volet un petit peu prévention? Parce qu'on l'a vu, beaucoup d'accidents sont causés, on peut le dire, par un manque d'information, des conduites à risque. Et justement, peut-être réduire les causes en amont. Est-ce que ça fait partie aussi un petit peu de votre travail? La prévention en elle-même, c'est plus les acteurs sur le terrain, les montagnards qui vont aller au contact des communes, le PGHM qui est la gendarmerie qui est plus à même aussi de rencontrer les maires et pour orienter ensuite, pour donner des informations sur le terrain, pour éviter des accidents, on va dire, récurrents aux mêmes endroits. S'il y a des accidents toujours aux mêmes endroits, peut-être c'est qu'on pourrait faire de la prévention pour les éviter. Mais nous, à notre niveau, au niveau de l'hélicoptère, non, on ne fait pas de prévention. Quelquefois, lorsqu'on nous annonce des crues, on va faire de l'information dans les canyons, on a un haut-parleur, on va dire aux gens de sortir avant que la vague arrive dans le canyon. Donc on fait ce genre de prévention. Mais, vous pouvez être aussi un petit peu finalement lanceur d'alerte entre guillemets, c'est-à-dire signaler des endroits dangereux qui nécessiteraient, on l'a vu, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, des travaux, ou est-ce que vous avez justement des rapports que vous faites suite à ces missions, où vous faites remonter un certain nombre de choses comme ça? Pas franchement, non, c'est pas notre corps de métier. Non. Quand par exemple vous avez des personnes que vous transportez, des personnes malades ou fragiles, il y a certainement ou des personnes âgées ou des gens qui n'ont jamais pris l'hélicoptère. Et il doit y avoir un petit... Il y a des gens qui refusent de monter dans l'hélicoptère. On ne peut pas les obliger. Il y a des gens qui refusent, qui sont malades, qui ont besoin d'être amenés sur Ajaccio, qui refusent. Ils ne veulent pas monter dans l'hélicoptère. Je les comprends, moi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si leur vie est en jeu, il n'y a pas de... La personne refuse. Vous ne pourrez pas la forcer. On ne peut pas. Et donc, moi, je ne sais pas, vous avez 17 ans d'ancienneté, je crois, non? 18 ans d'armée et 17 ans de sécurité civile, c'est ça. Ah oui. Et donc, votre ancienneté vous appelle à peut-être un peu plus de sagesse? Tout à fait, absolument. Est-ce qu'on mélange l'expérience et la sagesse, ou on est beaucoup plus un meilleur pilote parce qu'on a autant d'ancienneté? Dans l'aéronautique, il y a un dicton, il n'y a pas de meilleur ou de bon pilote, comme vous dites. Il n'y a que des vieux pilotes. Donc réfléchissez à ça. Un pilote qui est vivant, c'est un bon pilote, entre guillemets. Donc, il n'y a pas de bons pilotes, il y a des vieux pilotes. Voilà. Et est-ce que, justement, vous aussi, vous pouvez vous mettre en danger quand vous êtes amené à intervenir dans des situations un peu dramatiques, des tempêtes, etc. Comment on gère, justement, ce stress, cette angoisse? On sait qu'on va sur quelque chose qui peut
peut-être être dangereux aussi. Comment on arrive à gérer justement ce... Moi, je reconnais que j'ai une gestion du stress qui est assez basique, puisque je ne génère très peu de stress. Par contre, c'est dangereux. Parce que le stress vous met des barrières, vous met des garde-fous. Et je reconnais ne pas avoir beaucoup de stress. Par contre, l'âge, l'expérience, la sagesse, comme disait Michel, me fait prendre, entre guillemets, moins de risques. Hein, j'ai moins la fougue que j'avais quand j'étais jeune. En montagne, quand je suis un stationnaire, je ne vais pas être à 50 cm, je vais prendre un peu plus de marge, je vais mettre à 2-3 mètres, des pales, voilà. On a la sagesse de l'ancien quand même qui parle en aéronautique, ouais, quand même. Mais on fait toujours ce métier par passion. Absolument. On ne peut pas le faire sans passion. Et par exemple, quel est l'endroit, le point le plus compliqué sur le GR20 ? Alors je vous dis que la partie accidentogène du GR20, elle se situe pas en Corse du Sud, elle est en Haute-Corse. Donc la question, elle serait plus à poser à mes collègues du 2B, de Bastia, mais le GR20 n'est pas accidentogène dans notre secteur. On intervient très peu sur le GR20 en Corse du Sud. Est-ce que vous avez une anecdote un peu plus légère, rigolote, qui serait arrivée, je sais pas, oui. Un transport de chiens ou... Alors, il faut savoir que le transport de chiens est interdit depuis quelques années. Il est interdit. Les animaux, on peut les transporter dans un cas bien précis, c'est lorsqu'il y a un risque sanitaire. Sinon, on n'a pas le droit de le faire. Il y a une anecdote, je n'en parlerai pas parce qu'elle est, elle est à un haut niveau. Donc je n'ai pas envie, mon droit de réserve m'empêche d'en parler. Par contre, j'ai une anecdote un peu légère qui va peut-être vous faire sourire. On cherchait une fois avec le PGHM, on cherchait des gens qui étaient dans le maquis. On n'arrivait pas à les trouver, on savait qu'ils étaient par là. Et le secouriste du PGHM m'a dit, mais écoute, dis-leur qui mettent un vêtement, un truc lumineux, un truc phosphorescent au bout d'un bâton et qu'ils le mettent au-dessus du maquis. On verra. Et la dame, elle a mis son soutien-gorge fluorescent au bout du bâton et elle l'a mis au-dessus. Et on a vu un truc fluo et on savait qu'elle était là. Voilà. Liv Latusevski, merci beaucoup d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Et Michel, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Et merci pour tout. Avec plaisir, au revoir.